Eh bien, bonsoir, Maître Bachand. Bonsoir, M. Denis. Merci d'avoir accepté l'invitation d'être avec nous ce soir après une longue période d'absence. Nous sommes tellement heureux de vous retrouver à la barre avec nous de Théovox Actualité ce soir pour nous parler d'un dossier hyper important. Mais juste avant, j'aimerais encore une fois saluer tous nos auditeurs. Vous savez, notre émission que nous faisons ne serait pas ce qu'elle est, cette émission-là, si vous ne seriez pas là. Et je vais en profiter également pour pas remercier, mais accueillir avec nous ce soir. J'ai été surpris de voir ça dans le chat, Maître Bachand. Jojo qui nous écoute de la Guadeloupe et on a Denis Miron qui nous écoute de la République dominicaine. Et je trouvais que ça valait le détour ou l'arrêt, la pause pour pouvoir saluer ces auditeurs-là qui nous écoutent de partout à travers la francophonie. On a des gens qui nous écoutent de l'Europe, de l'Afrique, du Québec. Donc, on veut saluer tous ceux et celles qui nous écoutent ce soir. On l'apprécie grandement. Maître Bachand, il y a un dossier qui bat son plein et pour lequel nous avons eu énormément de courriels, de questionnements et d'interrogations. Et je dirais même des gens qui, jusqu'à un certain point, font de l'anxiété par rapport à ce recours collectif en place à la suite des événements du Convoi pour la liberté qui a eu lieu en janvier-février 2022 à Ottawa. Ce recours serait composé de résidents, de propriétaires d'entreprises et d'employés du centre-ville d'Ottawa contre les organisateurs et les financeurs du convoi, affirmant que les protestations avaient gravement perturbé leur vie quotidienne et leur activité commerciale. Ils auraient subi, ces gens-là, des nuisances comme du bruit excessif, de la pollution et le blocage des rues, ce qui aurait impacté négativement, nous dit-on, leur capacité à mener leur affaire à terme. Face à ces allégations, comme stipulé dans le recours, les défendeurs ont invoqué la législation anti-SLAPP visant à protéger la liberté d'expression, mais la Cour a décidé de ne pas appliquer cette loi pour arrêter le procès, permettant ainsi aux plaintes de procéder. Cette décision a soulevé des questions importantes sur l'équilibre entre la liberté d'expression et les droits des individus affectés par des manifestations de grande envergure. Juste avant de rentrer dans les technicalités de ce recours collectif-là, pour être bien certain que les auditeurs comprennent c'est quoi la signification d'un recours collectif, je vous poserai la question, c'est quoi un recours collectif? Ça l'engage à quoi? Quelles sont les répercussions? Puis pourquoi un recours collectif? Un recours collectif ou une action collective, c'est une sorte de procédure civile un peu particulière qui permet à un groupe de personnes qui se sont trouvées dans une situation semblable ou qui ont des questions communes en droit ou en fait à faire trancher, à soumettre à travers une même demande leur dossier contre un ou plusieurs défendeurs. Puis des défendeurs qui peuvent aussi constituer ou être constitués de classes de défendeurs, comme c'est le cas ici. Donc, les donateurs, d'une part, et d'autre part, les manifestants camionneurs. Donc, en gros, c'est ça. C'est un moyen qui simplifie le travail de gens qui veulent mettre en commun leurs efforts, finalement, ou les questions qu'ils ont à soumettre au tribunal, pourvu qu'il y ait une connexité suffisante entre ces questions-là dans leur situation. Et j'imagine que le poids d'un recours collectif est inévitablement plus marqué qu'un individu qui voudrait se défendre par lui-même. Un recours collectif vient souvent avec des quantums, donc des montants d'argent totaux, relativement élevés. Ce n'est pas toujours le cas, mais effectivement, on observe que c'est souvent le cas. Et c'est le cas ici, puisque je crois qu'aux dernières nouvelles, la demande s'élève au total à 290 millions de dollars, n'est-ce pas? Oui. Quelles sont les bases légales qui ont permis aux résidents, aux propriétaires d'entreprises d'Ottawa et aux citoyens de poursuivre les organisateurs du Convoi pour la liberté malgré le droit à la liberté d'expression? Bon. Maintenant, les bases légales qui leur permettent de poursuivre, je me permets de commenter puisque je ne suis pas avocat au dossier, mais les bases légales qui fondent leur demande, je ne les comprends toujours pas et je vous explique pourquoi en quelques mots. C'est que l'ensemble de la demande repose sur un régime juridique, un type de responsabilité civile sans faute, qu'on appelle chez les Anglos nuisance, la nuisance, l'équivalent au Québec de ce qu'on appelle les troubles de voisinage. Or, il s'agit d'un type de responsabilité qui est rarement évoqué dans des situations de manifestation. Et ici, je veux dire,
d'aller prétendre que, par exemple, des donateurs ont pu, sans par ailleurs se conduire fautivement, engager leur responsabilité parce qu'ils ont donné à des gens qui, eux non plus, n'ont pas nécessairement commis de faute, mais par l'usage de leurs biens ou d'une quelconque propriété, un droit d'être sur un terrain public, des choses comme ça, auraient causé des dommages dépassant la tolérance normale que ce que les résidents, propriétaires d'entreprises ou travailleurs du centre-ville d'Ottawa leur devraient. Je dois dire que c'est une situation ou une thèse, une théorie de la cause novatrice, et je suis poli. J'ai bien hâte de voir ce que la Cour en dira si le dossier se rend au fond, donc au mérite, mais j'ai peu de doute qu'à terme, si le dossier devait monter en Cour d'appel ou en Cour suprême, du moins sous cette forme-là, cette forme actuelle serait rejetée. Oui. En totalité, sinon presque. On a parlé de législation anti-SLAPP. Qu'est-ce que la législation anti-SLAPP et comment cette législation de l'Ontario a-t-elle été appliquée dans ce cas précis du recours collectif? Et pourquoi la Cour a-t-elle décidé de ne pas l'appliquer pour mettre fin à l'action en justice? Bon, en Ontario, il y a une loi qui organise les tribunaux qui s'appelle le Courts of Justice Act, la loi sur les tribunaux judiciaires. Et puis là-dedans, il y a des articles qui permettent à une personne qui est poursuivie pour avoir essentiellement exercé une forme de liberté d'expression, de demander à la Cour de rejeter sommairement la demande qui est logée contre elle, en démontrant dans un premier temps que la demande attaque effectivement son exercice du droit protégé, ici qui est l'expression, une expression qui portait sur un sujet d'intérêt public. Ouais. En l'occurrence, on sait qu'à Ottawa, c'était les mesures COVID, etc. Ouais. Donc, ce premier fardeau ayant été déchargé par le défendeur, la personne qui est visée par l'action, c'est à la personne qui poursuit de démontrer à la Cour que sa cause a un certain mérite au fond, donc à la fois en fait et en droit, et que par ailleurs, le dommage qui est allégué est suffisamment grave pour que, en comparaison avec l'atteinte à la liberté d'expression, pour qu'on permette au dossier de cheminer. Bon. Ici, ce qui est fâcheux, selon moi, c'est que le jugement de la Cour supérieure de l'Ontario sur la requête en SLAPP, donc le rejet pour cause d'atteinte à la liberté d'expression, ne tranche pas vraiment ou ne se prononce pas vraiment sur la valeur juridique des allégations qui sont faites par les demandeurs à l'action collective. Donc, le juge semble dire, bien voici, il y a eu une situation problématique à Ottawa, des dommages X, Y, Z sont allégués, ils sont suffisamment sérieux, donc la cause est sérieuse. Mais ce jugement-là ne semble pas s'attacher à la question de savoir si le fameux délit de nuisance, privé et public, je ne veux pas entrer dans ces détails-là, mais délit de nuisance qui est allégué, correspond, en vertu de la jurisprudence, donc du droit qu'on reçoit là, par tradition judiciaire, est-ce qu'il correspond à un tort, un délit qu'on peut utiliser dans une situation de manifestation comme celle-ci. Puis d'autant plus que c'est pas juste une personne dans une manifestation qui aurait fait du grabuge, mais on vise à aller chercher absolument tout le monde qui en a fait partie ou qui s'y est associé monétairement sans démontrer leur faute. Donc ça, c'est tout à fait nouveau à ma connaissance en jurisprudence et le juge n'a pas tranché là-dessus. Donc, la formation d'appel, puisque l'affaire est en appel, sera entendue en octobre, seulement sur le SLAPP, pas sur le reste du recours. Mais ça, on rejette déjà le SLAPP du revers de la main? Il n'est pas encore rejeté, le SLAPP. Il y a un tribunal d'appel qui va se prononcer sur le SLAPP en octobre, et on va savoir au début 2025, probablement, si le dossier tombe pour cause de SLAPP ou s'il continue. Et puis ensuite... Mais ce n'est pas réglé. Il y a encore l'étape de l'autorisation. Donc, le dossier n'est même pas encore autorisé pour procéder avec les interrogatoires, ces choses-là, comme une action normale, si on veut. On dépasse le stade de l'autorisation, qui est un filtrage. On n'est pas là. Donc, autorisation, il y aura encore des arguments d'avancée, même si le SLAPP échouait.
Des arguments de droit très forts. La Cour devrait trancher, il y aurait possibilité d'appel, etc., etc. Et ensuite, dans le pire des cas, ça ira au procès au fond avec tous les témoins, les expertises aux besoins, etc. Il y aura un jugement au fond qui rejettera peut-être, probablement, j'ose espérer, la demande. Dans l'hypothèse inverse, j'ai toutes les raisons de croire que les défendeurs voudront amener l'affaire en appel s'il y a une condamnation, quelle qu'elle soit. Mm-hmm. Et comme je vous dis, à moins d'une innovation surprenante du droit de la nuisance, on devrait se retrouver dans quelques années tout simplement avec un jugement qui rejette l'action. Comment on peut, Maître Bachand, arriver à mettre tout le monde dans le même panier? Donc, je m'explique. Parce que c'est ce qui est ressorti beaucoup dans les courriels que nous avons reçus. Quelqu'un, je ne sais pas moi, un adolescent là, qui est sur le marché du travail, qui fait peut-être 5-10 000 par année, puis que lui, il a décidé de supporter le Convoi pour la liberté, qui a envoyé via Give Go un montant de 5 $. Comment cet étudiant-là peut être solidaire avec tous ceux qu'il a donnés, puis qui risque de se faire poursuivre pour 290 millions? C'est en vertu d'une théorie de la cause des demandeurs qui, encore une fois, me semble très créative, je suis poli, suivant laquelle, sans même qu'il y ait faute de la part du donateur et sans même qu'il y ait connaissance de la probabilité d'une action fautive sans même savoir de la si part le donateur était sur les lieux, des manifestants, exactement, deviendrait solidaire du seul fait que son geste, qui n'était pas fautif, encore une fois, en soi, aurait contribué à l'avènement d'un préjudice. Tout ça n'a pas vraiment de sens en tort law, ni en droit des obligations, l'équivalent québécois, si on veut. Donc, je suis plutôt interdit devant la teneur des arguments de la demande. Je voudrais ajouter une chose, c'est que quand on parle de nuisance ou de troubles de voisinage, on garde en tête, n'est-ce pas, la notion de la tolérance que des gens doivent dans un contexte particulier, en un lieu particulier. Là, vous avez affaire ici à des demandeurs qui sont tous soit des résidents, des travailleurs ou des commerçants du centre-ville d'Ottawa, qui est la capitale d'un pays civilisé. À ma connaissance, toute personne qui réside dans la capitale ou dans le centre-ville d'une capitale de pays démocratique et industrialisé doit s'attendre à des manifestations démocratiques relativement fréquentes, surtout dans un contexte de tension sociale ou de crise. Ça fait partie de la game, pour parler en bon québécois, du samedi soir. Et j'ajoute que ces gens-là qui se plaignent d'avoir été ô combien perturbés par une manifestation que la police a peut-être provoquée malgré elle, puis que, comment dire, a concentré géographiquement malgré elle. Je veux faire attention, je veux peser mes mots, mais toujours est-il que ces gens-là qui habitent dans le centre-ville d'Ottawa profitent des prébendes et des subsides de l'État de manière très généreuse. Alors, on pourrait peut-être leur demander, si on vous donnait l'alternative, plus de subventions, alors les pots de fleurs, là, les belles plates-bandes, les beaux trottoirs impeccables, etc. Les attraits touristiques que ça crée. C'est fini. Comment dire, les autobus à chaque 3 minutes, les immeubles impeccables, c'est fini ça. On arrête toutes les subventions extraordinaires du fait que c'est une capitale nationale pour s'assurer que vous ne soyez jamais dérangé dans votre quiétude. Vous voulez toujours vivre là? Vous considérez toujours que vos valeurs foncières sont justifiées? Je crois que la réponse serait non. Donc, dans un contexte de nuisance, il faut vivre avec le contexte. On profite du cadre d'une capitale. Par exception, quand ça brasse dans notre société au sens large, on vit avec les conséquences de ça. Et les conséquences de ça, ce sont des manifestations autour du Parlement. Welcome to Canada, my friends. Ben oui, c'est ça. Quels pourraient être les impacts, en terminant, à long terme de cette décision, Maître Bachand, ainsi que les enjeux pour ceux qui financent des manifestations ou ont financé des manifestations via des plateformes comme Give Go? Vous voyez, c'est comme si, là, on est en train de mettre un sentiment de peur à travers des futurs donateurs qui voudraient se faire entendre ou faire entendre leur liberté d'expression à travers des moyens de subvention, des plateformes de subvention publique, Give Go en l'occurrence,
pour justement financer des revendications devant l'Assemblée nationale ou devant le Parlement du Canada. Les conséquences lointaines d'un jugement défavorable aux donateurs seraient évidemment de dissuader de futurs donateurs à de semblables causes dans l'avenir. Oui. J'ajouterais par contre que la simple existence et le simple maintien de cette poursuite-là, avec l'aval pour l'instant des tribunaux, a probablement pour conséquence sociale et non juridique de dissuader les donateurs potentiels de causes et de manifestations qui seraient d'actualité, de se joindre ou de contribuer à quelque initiative de ce genre. Et cela ne va pas dans le sens des libertés civiles traditionnelles dont nous jouissons comme Canadiens et comme Québécois. Donc je pense qu'il y a lieu de se poser bien des questions du côté des tribunaux. Est-ce qu'on va encore longtemps s'associer à une théorie de la nuisance qui est aussi farfelue que celle-là, au détriment de droits protégés par les chartes et par les traditions juridiques antérieures aux chartes? La peur que cette demande en justice, cette action collective suscite chez certains de vos auditeurs et sympathisants qui ont exprimé des craintes est déjà une victoire pour les gens qui ont institué la demande en justice. Donc, à réfléchir aussi, devons-nous nous laisser intimider par des actions en justice de ce genre qui prétendent légiférer ou constitutionnaliser à la place des pouvoirs constituants? Oui. Je vous demande une question un peu plus personnelle. Vous avez des enfants. Oui. Si votre garçon avait donné, votre garçon, je sais qu'il est jeune, mais mettons que votre garçon aurait 18 ans. Oui. Puis aurait donné une somme de 10, 15, 20 $ pour supporter le convoi de la liberté, puis que votre garçon souffre d'anxiété parce qu'il a peur d'être tributaire ou qu'on lui attribue le 290 millions. Qu'est-ce que vous lui diriez? Est-ce que vous lui diriez, c'est farfelu, il n'y a pas de chance, c'est cané, c'est mort dans l'œuf, là? Ou vous le prépareriez en conséquence de faire face à une éventuelle... Sans égard à mon lien filial ou paternel, je lui dirais de toute façon que cette action-là a très, très peu de chances de succès au bout du compte et qu'il ne devrait pas s'inquiéter. Je ne dis pas que c'est impossible, mais c'est hautement improbable qu'il en subisse conséquences pour les raisons que j'ai déjà imposées. La théorie de la cause en droit est farfelue. Ouais. Et à la fin, la possibilité pour des gens très éloignés du donateur d'exécuter contre un petit donateur individuel, donc le coût que ça représenterait pour aller chercher l'argent dans la poche du petit donateur individuel serait nettement supérieur aux bénéfices tirés de ça. Donc, ce qu'on voit en général dans des causes comme celle-là, même s'il y a un jugement contre les défendeurs, c'est les demandeurs qui vont piger dans les poches profondes. C'est pratiquement un coup de théâtre. Je vous laisse, comment dire, le commentaire éditorial. Ayant Justin Trudeau à la barre du pays comme ancien prof de théâtre, ce serait ainsi dire. J'imagine que s'il était sur votre plateau, il tiendrait un discours légèrement différent du mien, assurément. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Je vous en prie, merci à vous. Oui, et je trouve ça important ce soir de vous parler de ce recours collectif parce qu'on a eu, pas un, pas deux, une dizaine de courriels de gens qui se posaient des questions par rapport à ce recours collectif ou cette action en justice contre justement tous les organisateurs et les financeurs de cet événement. Et vous pouvez dormir sur vos deux oreilles. Parce que les chances d'arriver à une conclusion favorable à ce recours collectif-là sont pratiquement nulles. Non seulement ils sont nuls, mais je vous ferai remarquer, comme on disait, Maître Bachin et moi, c'est un coup de théâtre. Et quand on considère que le leader en place au Canada est un ancien prof de théâtre, force est d'admettre que ces coups de théâtre-là sont de façon régulière multipliés, afin d'amener justement sur les Canadiennes et les Canadiens ce sentiment de peur qui les empêcherait de manifester lorsque manifestation serait nécessaire devant le Parlement du Canada.